Bonjour tout le monde, il est question aujourd'hui de Raid 2, réalisé par Denis Parizeau avec Bruce Willis, John Malkovich, Mary-Louise Parker. Ça commence très très mal, pourtant c'est la deuxième fois que j'enregistre la vidéo, on va recommencer depuis le début. Bonjour tout le monde, il est question aujourd'hui de Raid 2, réalisé par Denis Parizeau avec Bruce Willis, Mary-Louise Parker, John Malkovich, Helen Mirren, Catherine Zeta-Jones, Anthony Hopkins et Daniel Day-Lewis. C'est, pour une fois que je me souviens de son nom, faut que je le dise. Suite donc de Raid qui était sorti l'année dernière. Dans cet épisode, nos petits vieux reprennent à nouveau du service lorsqu'ils sont suspectés d'être lorsqu'ils sont mis en cause par une fuite du site WikiLeaks au sujet d'un ancien projet d'armes développé pendant la Seconde Guerre mondiale, une bombe qui aurait été plantée sous Moscou. Je sais plus comment s'appelle la bombe d'ailleurs exactement, mais vous me connaissez, la mémoire des noms n'est pas mon fort. Déjà, l'avantage de ce genre de film avec des gros acteurs, c'est que du coup, je me souviens à peu près du casting. Le nom des personnages, ce sera un peu plus compliqué. Il y avait un risque que Raid 2 soit une grosse merde. Ce n'est pas le cas. Raid 2 est de très bonne qualité, de très bonne facture, très bien réalisé, très bien tourné, peut-être justement un peu trop, et c'est là que le bas blesse. C'est que Raid souffre de ce symptôme assez étrange, assez indescriptible de suite réussie, mais ratée. C'est-à-dire qu'ils font un deuxième film parce que le premier a marché, en refaisant exactement la même chose. Sauf que faire une suite où on refait exactement la même chose, eh ben c'est chiant. On n'est pas investi dans l'histoire et on n'est pas investi avec les personnages parce que on les remet dans les mêmes situations qu'avant, donc on sait comment ils font pour s'en sortir, on sait qu'ils peuvent s'en sortir, et donc on n'a jamais vraiment peur pour eux, ils sont jamais vraiment en danger parce que de toutes ces situations ils ont déjà vécu et voilà, il y a même pas à se prendre la tête, ils voient le truc arriver, ils sont même plus surpris. Et le problème c'est que quand ça arrive de temps en temps, ça marque un personnage qui est fort, qui prévoit son plan, qui prévoit plusieurs étapes à l'avance. Quand ça arrive systématiquement, on arrive au personnage un peu intouchable, un peu style Iron Man. J'ai un peu le même souci en fait en analysant. Une fois que je redis les choses une deuxième fois, il y a un côté Iron Man, il y a un côté il y a aucun moyen qu'il arrive quoi que ce soit à un de ces personnages de toute façon. C'est un peu le problème. Je suis désolé, je vous fais à moitié un spoiler, mais en même temps, vous en aurez très vite le sentiment devant le film. Il paraît assez clair que ces personnages ont déjà tout vu et que rien ne pourra jamais les prendre par surprise. Ce qui est assez ennuyeux, ce qui est assez embêtant, parce que le reste du film est très bien foutu, les personnages sont drôles et intéressants, tout le film est porté par Mary-Louise Parker et par John Malkovich. C'est vraiment le duo qui marche très très bien. J'aime beaucoup Mary-Louise Winstead depuis Weeds. Et dans Raid, je trouve elle s'exprime plutôt bien. Son rôle est beaucoup plus intéressant que celui qu'elle avait dans RYPD, mais du réalisateur de Raid. Mais il y a un truc comme ça chez elle, il y a un côté nonchalant face au truc énorme. La vente de drogue dans Weeds, mais aussi là-dedans, voilà, tous les flingues, des conspirations énormes, des tentatives d'assassinat, des gens qui disparaissent, et elle est toujours là dans son coin, elle trouve ça génial, et en même temps on voit dans ses grands yeux noirs qui pétillent comme ça, qu'elle trouve ça génial, et en même temps elle se mord la lèvre et elle est là, faut que je dise rien. Enfin, il y a un truc qui est assez génial chez cette actrice, que j'aime beaucoup et qui rend très très bien pour ce personnage-là. C'est vraiment un personnage qui est taillé pour elle. Et John Malkovich, qui dans le premier se cantonnait à être un détraqué aux explosifs,
ce qui déjà est un rôle intéressant, qui dévoile dans ce côté-là un côté un peu mère poule, un peu prépare le thé pour discuter, les biscuits pour discuter avec Marie-Louise Parker. Du coup, c'est je me souviens pas des noms dans le film. Hein. Déjà, je me souviens que le héros s'appelle Frank, mais à part ça, ça va être compliqué. Donc, deux personnages très intéressants qui portent tout le film. Il y a un truc très drôle avec Hélène Mirren, un moment où elle joue une nana qui elle se fait passer pour une folle qui se prend pour la reine d'Angleterre. Alors donner ça à Hélène Mirren, c'est cadeau. Enfin, Hélène Mirren qui a joué la reine d'Angleterre un nombre, bon, je veux dire un nombre incalculable, elle a dû le faire 3 fois. Mais notamment dans The Queen de Stephen Frears, qui était un film absolument génial, qui est un film qui m'a retourné, qui est un de mes films préférés. Et là du coup la voir jouer la cinglée en disant mais je suis la reine d'Angleterre enfin, ça y a un côté private joke, brisage de 4e mur, enfin voilà, qui marche très très bien et qui est très agréable à regarder. Que dire d'autre? Anthony Hopkins qui est très bon aussi dans son rôle, qui est intéressant parce qu'il a une évolution. C'est un personnage qu'on trouve au début dans un état un peu particulier, et qui va petit à petit reprendre du poil de la bête. Et c'est vrai que son jeu est assez subtil et il joue assez à fond le truc. On a vraiment l'impression qu'il se marre. Ce qui est assez sympa à voir. Hannibal Lecter en train de se marrer. Anthony Hopkins en train de s'éclater sur un rôle. J'ai pas vu ça souvent. Je l'ai beaucoup plus vu être concentré et être dans son personnage. Être en train de s'amuser comme ça sur un plateau, je l'ai pas vu souvent. Et alors il y a cet acteur coréen également que Bruce Willis a manifestement rencontré sur le tournage de G.I. Joe 2 Conspiration, qui revient ici donc pour un rôle de tueur à gages coréen, mais pas trop, enfin on sait pas trop pour qui il bosse au final, et qui est assez égal à lui-même. Enfin je sais pas si je pense qu'ils se sont beaucoup appréciés d'un point de vue amitié, d'un point de vue artistique et professionnel. Je sais pas trop ce que cet acteur a amené dans le lot. Je sais qu'il a joué dans J'ai rencontré le diable, que je suis navré de vous le rappeler, mais je n'ai pas aimé. Enfin pas aimé. C'était très très bien, mais absolument pas l'émerveillement qu'ont eu la plupart des gens qui ont vu le film et qui m'en parlent après des étoiles dans les yeux et c'était génial, c'est un des meilleurs films coréens que j'ai jamais vu de ma vie, une film meilleur film asiatique. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a, comme je disais en acte 2 de critique, il y a un côté trop lisse à Shred 2. Un côté trop parfait, trop millimétré, et pas d'audace en fait. La scène de fin est très très drôle. Vraiment le plan de fin. Vous savez, comme il y a eu un plan de fin dans le premier Raid qui était complètement débile lui aussi. Il y a un plan de fin là aussi dans Raid 2 qui lui est complètement déjanté, qui part complètement en couille, qui fait n'importe quoi, et qui lui fait vraiment marrer. Et le problème c'est que du coup, comme on n'avait pas peur pour les personnages à la base, on aurait bien aimé avoir un peu plus de ça pendant le film. C'est-à-dire que le film est très bien géré, les scènes d'action sont sympas, le plan qui se déroule est intéressant à suivre, les trames qui suivent, mais c'est du déjà vu, et déjà vu par des personnages qui ont déjà tout vu et qui donc sont pas... Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, je vais me répéter, mais trop lisse, et trop lisse aussi dans son image. C'est assez étrange. Faudrait que je vérifie avec quoi ça a été tourné. Ça a sans doute été tourné avec une Alexa, parce que je vois pas beaucoup de caméras qui peuvent avoir une image aussi nette, aussi définie. Non, même pas propre. Simplement propre, mais tellement propre, tellement clean que ça en devient artificiel en fait. Un petit côté Avengers. Il y a un traitement dans ce style-là pour Avengers aussi, où l'image est
tellement parfaite qu'elle en devient irréelle. Ce qui est très intéressant à voir. Et en parlant du coup d'Avengers, je vais finir sur un dernier truc. Red est un comics à la base. Et ils ont voulu faire allusion à ça dans le fait que certaines transitions, quand ils changent de pays en fait, dans le premier film il y avait une transition qui était faite avec des cartes postales qui était assez sympa, qui était plutôt cool et qui avait un sens, qui avait un truc un peu rigolo. Et ils ont remplacé ça dans ce film-là par des illustrations des personnages dans un style dessin, comics, pour faire la transition depuis la fin d'une séquence jusqu'à déménagement dans une nouvelle ville. Étant donné que ce film ne fait pas du tout, enfin cette histoire ne fait pas du tout histoire de comics, c'est pas des super-héros, enfin c'est pas des super-héros, ce n'est pas des comment dire ça? Ça colle pas à l'image du comics qu'on a en Europe. Et même aux États-Unis, pour mater pas mal de choses qui sont en rapport avec les États-Unis, donc où généralement je découvre pas mal de leur culture générale, j'ai quand même jamais entendu parler de Red. Je sais pas, il y a un côté... Comment ne pas avoir l'air d'un gros con qui est persuadé que les comics sont forcément des trucs de super-héros? Ça fait pas comics. Dans son histoire, dans son déroulement, il n'y a pas cette logique de comics que je dénonce régulièrement, de trucs un peu irréels. Et du coup, je trouve que ça fait un rappel du comics pour ceux qui savent que c'en est un, mais pour ceux qui ne savent pas que c'en est un, ça fait un peu... Pourquoi il y a un dessin? Enfin, pourquoi est-ce qu'ils font une transition comme ça? C'est pas très très joli. Il y avait de meilleures idées à prendre, et le premier, par exemple, avait eu une meilleure idée. Même moi qui sais que c'est une adaptation de comics, quand j'ai vu le truc, il a fallu que j'attende le 3e panneau pour me dire « Ah, mais oui! Rappel du comics !» Bon, je suis peut-être un peu con aussi, hein, il y en a plein qui vont sûrement me dire que je le suis, mais... Enfin, voilà, pour moi, ça ne sent pas le comics, Red. Et du coup, en mettre ça derrière, je trouvais que c'était un peu lourd, et que c'était pas forcément le truc le plus mieux venu, enfin, voilà. Un petit peu, mais c'est du chipotage. Pour le reste, le film est vraiment plutôt bon. Trop de rock'n'roll, peut-être. C'est quand même un des derniers films à penser que le rock'n'roll est encore cool. C'est-à-dire que le rock'n'roll est cool, le hard rock est cool. Enfin, c'est une très bonne musique, mais dans un film, sortir du hard rock en plein milieu d'une scène, même une scène d'action, ça a un côté un peu ridicule. Ça fait vieux film d'action des années 90, mais qui est pas au courant qu'il est plus dans les années 90. Il y a un côté comme ça qui est un peu particulier. Mais bon, c'est les goûts et les couleurs, le style de chacun. J'étais content d'entendre du hard rock dans le film, mais je trouve que ça colle pas, ou que ça colle plus. Il faut mettre des musiques un peu différentes dans ces trucs-là, et je trouvais que celles qui avaient été choisies en plus c'était pas les meilleures venues pour les séquences et pour ce qui se suivait. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ben écoutez, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.